Bonjour Dr Criqui. Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre ville. Cela fait donc quelques années que la ville de Bischulaire s'investit dans la prévention de la santé et c'est donc dans ce cadre-là que nous avons demandé de venir. Vous allez donc nous parler de la malbouffe. Alors pouvez-vous nous donner une définition de cette malbouffe et nous dire pourquoi il est important d'en parler? Alors oui, merci d'avoir choisi ce thème, ce sujet très important, qui est bien sûr un phénomène de société, mais également un gros problème de santé publique. Alors la malbouffe, je dirais que c'est deux choses. D'abord, c'est notre comportement face à l'alimentation, la malbouffe, le mal bouffé, le trop en quantitatif, mais effectivement ce sont aussi les produits que nous allons avaler. Alors les produits de la malbouffe, je dirais qu'ils sont tout d'abord trop riches en sucre, trop riches en graisse, trop riches en sel et aussi trop riches en calories vides. La calorie vide, c'est quoi? C'est la calorie qui va vous apporter que des calories et rien d'autre, pas de vitamines, pas de nutriments. Et puis deuxièmement, la malbouffe, ce sont aussi les produits de l'agroalimentaire, les produits transformés, ultra transformés, qui contiennent énormément d'additifs qui vont vous donner la couleur, la texture, le côté conservation, voilà. Ces additifs qui ne sont pas anodins, car ils vont quand même perturber notre santé. Ils sont pour certains cancérigènes, pour d'autres perturbateurs endocriniens. Là je pense à nos enfants en pleine croissance, qui vont avaler ces produits et ça risque vraiment d'influencer leur santé et négativement bien sûr et leur croissance. Alors là, j'aimerais vous donner un petit exemple. Prenons le cordon bleu. Alors, le cordon bleu, c'est simple, tout le monde connaît le cordon bleu. Facile, 5 ingrédients. Vous avez d'abord l'escalope de dinde ou de poulet, vous avez la tranche de fromage, vous avez la tranche de jambon fumé, l'œuf et la chapelure pour faire la panure. Voilà, c'est très simple. Vous allez acheter un cordon bleu industriel et là, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec 15 additifs. 15 additifs et le cordon bleu ressemblera effectivement visuellement à un cordon bleu. Gustativement, ça pourra ressembler aussi au goût du cordon bleu, mais alors il n'y aura plus rien du tout de ces 5 fameux aliments que nous avions au départ de la recette originelle. Voilà, je voulais illustrer la malbouffe avec cet exemple-là, qui est quand même très intéressant. Et ce phénomène existe-t-il depuis longtemps? Alors je dirais qu'on a vu apparaître la malbouffe dans les années 1960 à peu près, avec l'industrialisation de l'agroalimentaire. Cette industrialisation a permis la production en masse d'aliments, de produits, également de produits peu coûteux. Bien sûr, là, il y a eu une offre très intéressante pour les foyers plus modestes. Et du coup, comparativement, les aliments frais sont devenus plus chers. Après, il a fallu commercialiser tout ça. Ça a été l'avènement des supermarchés, des grandes surfaces et du premier fast-food aux alentours de 1960. Et puis aussi un autre fait notable qui a été aussi une porte ouverte à cette alimentation, c'est le travail féminin. La femme qui quitte le foyer pour aller travailler, ça a été une porte ouverte à la consommation donc, de ces produits transformés, industriels. Et donc de nos jours, par quoi se caractérise-t-il? Alors je dirais que cette alimentation a pris une place très importante, trop importante. Très importante et on fonctionne un peu, je dirais, à l'anglo-saxonne, avec ces produits vite achetés, vite consommés, vite préparés, pas de pause déjeuner, donc on fait journée continue, on va vite avaler un truc industriel, effectivement, un fast-food. Voilà, donc ça a été un petit peu cette révolution là dans notre façon de nous alimenter. Et puis ça a été aussi de l'occasionnel, nous sommes passés aussi au quotidien. Occasionnellement, un coca, occasionnellement un hamburger, c'est devenu du quotidien en fait. Et le hamburger, je dirais, a voulu détrôner notre fameux jambon beurre
Il a du mal, hein, on résiste, hein, on n'est pas des Gaulois pour rien, hein, on résiste un peu, mais voilà, ça a vraiment détrôné un petit peu ce sandwich qui était pas si mal nutritivement, on va dire. Et puis, comme je l'ai dit, effectivement, l'entrée de ces produits dans le foyer, hein, parce que, effectivement, ça facilite quand même la vie des femmes, faut le dire. Ces produits tout préparés, tout fait, vite chauffé, vite mangé, vite tout quoi, hein, en fait. Je pense que cette alimentation engendre un certain nombre de conséquences à moyen long terme au niveau de notre santé, mais également d'un point de vue social. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? Ah oui, absolument. Alors moi je vois, là, depuis que je pratique, hein, au niveau social, effectivement il y a eu de grands changements. Je constate quand même un éclatement de la famille, une déstructuration au niveau familial. Effectivement, il y a des années, ce qui était important, c'est de se retrouver à table, en famille, de pouvoir discuter, partager, raconter sa journée, raconter ses petits problèmes, et en famille, trouver des solutions. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, chacun va manger dans son coin, hein, le fast-food ou pas, hein, on se réchauffe un truc vite fait. Le travail posté a aussi déstructuré un petit peu, hein, entre un travail le soir, le travail la journée, enfin voilà, il y a vraiment une déstructure aussi de ces repas à cause de cela. Et je vois des ados quand même en souffrance par rapport à ça, qui se confient, qui disent ne pas avoir le temps de parler, de discuter, de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas avoir ce temps d'échange, même si l'ado, pas toujours, est souvent contradictoire, hein, mais il a besoin quand même de ça. Et ce que je vois, effectivement, c'est qu'il va se tourner vers les grands-parents. J'ai l'impression que les grands-parents prennent un petit peu la place, parce qu'ils ont un petit peu plus le temps, ils sont à la retraite. Et voilà, ça devient un petit peu plus le confident de l'ado, de l'enfant. Hein. Alors ça, c'était le côté un petit peu social. Après, bien sûr, sur le plan médical, c'est évident. Hein. La malbouffe tue. Je n'ai pas peur de le dire, hein, la malbouffe tue. 11 millions de personnes meurent dans le monde par an de la malbouffe. Alors, de quoi donc? Qu'est-ce que va engendrer la malbouffe? Alors nous avons déjà l'obésité. L'obésité, 40% d'obèses aux États-Unis, 15,3 en France, un enfant sur 6 en surpoids ou obèse en France, c'est pas négligeable. Le diabète, oui, le diabète de type 2, le diabète non insulinodépendant, ce diabète que nous voyions par le passé plutôt chez l'adulte mûr et que nous allons rencontrer maintenant chez l'ado aussi. Hein, il y a des ados avec des diabètes de type 2. Nous avons toutes les maladies cardiovasculaires, l'infarctus, l'AVC. Nous avons également les cancers, hein, qui atteignent plus la sphère digestive, mais on peut aussi voir des cancers de la vessie, des cancers de la thyroïde, hein, du fait de ces perturbateurs endocriniens. Hein. Il y a aussi tout le côté, on va dire, cérébral, hein, chez les enfants en particulier. Hein, donc on s'est rendu compte que cette alimentation, surtout trop riche en sucre, perturbait la scolarité des enfants. Et souvent on allait aussi vers des enfants hyperactifs. Et puis aussi, nous avons remarqué un comportement un petit peu addictif par rapport à ces aliments, en particulier aliments sucrés. Des études montrent qu'au niveau cérébral, il y aurait un petit peu le même comportement qu'avec une drogue, héroïne ou cocaïne. Voilà. Si nous comprenons bien, dans ce phénomène de malbouffe, c'est notre société actuelle qui est responsable de tout ça. Oui, je dirais en grande partie. Hein. Notre société qui nous pousse, hein, à trop manger. On est conditionné à trop manger, on est conditionné à mal manger. Alors là, je vais utiliser un petit peu un terme un peu Jones, qu'on utilise un petit peu dans les réseaux, les fameux influenceurs. Alors, quels sont nos influenceurs à nous au niveau de la nutrition? La publicité, hein, ça c'est indéniable. Alors d'abord, la publicité écrite, papier, hein, qu'on va retrouver dans nos boîtes aux lettres, qui elle va nous proposer des aliments, des produits en promotion. Hein. Alors la promotion, ça c'est terrible, hein. C'est-à-dire on en achète deux, on a un gratuit. Donc tout ce côté-là promotionnel, peu coûteux, va nous pousser à surconsommer,
Après, bah, oui, vous avez la publicité à la télé, alors là, hein, aux heures de grande écoute, hein, si possible, où l'enfant est encore devant la télé, puisque c'est lui que le publicitaire veut aussi atteindre, et il sait y faire, avec des couleurs chatoyantes, des petits slogans sympas, des petites histoires qui vont vraiment influencer l'enfant et qui va être en demande de ces produits-là. Après, bah oui, la grande distribution, là aussi ça part. Hein. Les têtes de gondole, par exemple. Alors, en général, ce ne sont pas forcément des produits diététiques. Hein. Pareil, avec des promotions, hein, toujours des grands packaging, pour vraiment inciter à surconsommer. Le passage en caisse, alors là, ça c'est terrible hein, pour les mamans. Mais pas que pour les mamans, hein, c'est pas que l'enfant qui va être tenté de prendre le petit paquet de bonbons, le petit paquet de gâteaux, ou les chips là qui traînent devant la caisse. Nous aussi, en tant qu'adultes, je dois dire, nous sommes influencés par cela, par cette recherche du plaisir immédiat, cette petite compensation, cette petite récompense après une journée de travail. Eh bien oui, nous sommes des êtres humains influençables aussi. Voilà. Que conseillez-vous alors pour enrayer ce phénomène sociétal? Alors, je dirais plusieurs choses. Tout d'abord, à notre niveau de consommateur, c'est déjà prendre conscience de ce que nous mangeons, prendre conscience que ce que nous mangeons fait notre santé. Et alors là, j'invente rien, hein. Hippocrate, 500 ans avant Jésus-Christ, il le disait déjà, hein, que ton aliment soit ton seul médicament, que nous retrouvions un tout petit peu le bon sens de nos ancêtres, que nous retrouvions un petit peu cette simplicité également, hein, parce que pour manger sainement, c'est pas très compliqué. On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, hein, pas besoin de sortir de l'école hôtelière. Ça peut être des choses très simples, ce que j'appelle aussi des assemblages. Hein, une tranche de jambon, une salade, une tranche de pain, ça fait déjà un repas qui est plutôt équilibré, avec encore un fruit à l'étage, pourquoi pas. Retrouver cet équilibre alimentaire dans l'assiette, hein, privilégier effectivement en grande partie les légumes, mais aussi mettre pour un quart de féculents, pour un quart de protéines. Repartir aussi vers l'achat des produits frais. Ça peut être simple aussi, les produits frais, hein. Les produits de circuit court, le marché. Il existe maintenant même des associations qui vous préparent des paniers. On peut effectivement se simplifier la vie et on peut repartir aussi vers ces produits-là qui sont finalement pas plus chers. Et puis j'irai plus loin, c'est repartir aussi vers la qualité plutôt que la quantité. Très important. Donc du coup, point de vue prix, on s'y retrouve. Hein. Voilà, privilégier vraiment la qualité plutôt que la quantité. Ça c'est un petit peu sur le plan nutritionnel. Bouger, alors là, je dirais que c'est un comble. Au XXIe siècle, alors qu'à chaque coin de rue, vous avez une salle de sport, certes actuellement fermée à cause du Covid, mais bon, on n'a pas toujours le Covid. Hein. Et on bouge pas assez, et en particulier les enfants. Alors pour les enfants, simplement marcher. Hein, pas besoin de faire des choses compliquées. Hein. On a le droit de sortir, on a le droit de marcher, alors allons-y. Hein. Pour les enfants également, il y a tout le côté ludique des jeux, les Wii Sports et autres. Hein. Pourquoi pas? Ça permet aussi de bouger et de perdre un petit peu de calories. Voilà, donc ça je dirais, c'est un petit peu à notre niveau. Maintenant, après, c'est au gouvernement aussi de faire des choses, bien sûr, de continuer les campagnes d'information, les conférences comme vous faites, hein, sont de très belles initiatives, la sensibilisation, continuer avec le PNNS, hein, le PNS c'est le Plan National de Nutrition et Santé, qui avait permis de passer comme slogan, ce petit slogan, manger 5 fruits et légumes, qui actuellement œuvre pour que le Nutri-Score, alors vous savez ce que c'est le Nutri-Score, hein, cette petite barrette en couleur, là, A, B, C, D, E, qui note l'aliment, qui note le produit, uniquement par contre sur le plan nutritionnel, hein, pas pour tout ce qui est additif. Bon, là, il faut aller plutôt vers des applications que je ne nommerai pas, mais que tout le monde connaît. Hein. Voilà, donc imposer ce Nutri-Score, parce que ce Nutri-Score, pour l'instant, il n'est que proposé. Donc imposer aux industriels le Nutri-Score,
continuer à taxer les produits sucrés. Actuellement, on en est au balbutiement. Par exemple, sur une canette de 33 centilitres de soda, vous avez 2,5 centimes de taxe. C'est-à-dire que c'est plutôt ridicule. Hein. Ridicule surtout par rapport à ce qu'on voit dans les autres pays. Par exemple, en Norvège, ils en sont déjà à leur deuxième taxe sur les produits sucrés. Et le produit sucré est un produit de luxe. Pour vous donner un exemple, la bouteille de coca en France est à peu près à 1,30 €. En Norvège, elle est à 3,80 €. Alors, ça fait effectivement une belle différence. Hein. Et ils ont des résultats. 45% de moins de consommation de produits sucrés. C'est pas négligeable quand même. Hein. Après, on peut aussi s'inspirer de la Suède, qui elle a un petit slogan, qui est le pays qui se mange. Alors eux favorisent effectivement la cueillette, la pêche, voilà, de manger tout ce qu'on peut cultiver, trouver de comestibles. Les gouvernements, bien sûr, vont se heurter au lobby de l'agroalimentaire, hein, parce que ça, c'est pas une mince affaire de vouloir changer les choses. Déjà, on a vu avec le Nutri-Score ce que ça a été comme travail, et encore, il n'est encore pas imposé. Voilà, donc c'est il y a encore du travail. Et puis surtout aussi, insister sur la baisse des additifs dans nos produits. Alors là, il y a déjà une petite victoire en France, hein, c'est le E171 qui est maintenant interdit, mais qui est interdit qu'en France. Donc les pays européens continuent à en mettre dans leurs aliments, dans leurs produits, et c'est aussi un problème. Hein. Donc il y a encore du boulot, quoi. Bien, ce temps d'échange touche maintenant à sa fin. Donc nous pouvons nous rendre compte que la malbouffe est un phénomène bien présent au sein de notre société et qu'elle touche de nombreuses personnes. Tout à fait. Alors comme évoqué par le docteur Criqui, ces mauvaises habitudes alimentaires engendrent de bon nombre de problèmes de santé et que cela est un réel problème de santé publique. Absolument. Donc il faut que chacun d'entre nous en prenne conscience et le transmette autour de lui aussi. Absolument. Absolument. Bien. Eh ben, merci Dr Criqui d'avoir répondu à nos questions et nous vous donnons rendez-vous au Centre culturel Claude Vigier dès que la crise sanitaire le permet pour une conférence suivie d'un débat sur le thème de la malbouffe. Avec grand plaisir, merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir donné la parole, c'est vraiment un sujet qui m'interpelle. Nous vous remercions également, Dr Criqui, ainsi que la ville de Bischwiller.